Joseph Staline est l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du XXe siècle. On connaît le dictateur, le vainqueur d'Hitler et le responsable de millions de morts. Mais derrière cette image se cache une histoire beaucoup plus étrange. Avant de diriger l'Union soviétique, Staline a été mêlé à des braquages, des gangs du Caucase et des intrigues politiques incroyables. Et certaines anecdotes sur sa vie sont si surprenantes qu'elles semblent presque inventées. Voici donc 10 choses que vous ignorez probablement sur Joseph Staline. Staline a été handicapé toute sa vie. Joseph Staline naît en 1878 dans la petite ville de Gori en Géorgie, alors province de l'Empire russe. Son vrai nom est Iosif Vissarionovitch Djougashvili et rien dans son enfance ne laisse imaginer qu'il deviendra un jour l'un des hommes les plus puissants du XXe siècle. La famille dans laquelle il grandit est pauvre. Son père, Vissarion Djougashvili, tient un petit atelier de cordonnerie qui décline rapidement, et ce, à cause de son alcoolisme. Les témoignages de l'époque décrivent un homme instable et violent. Les disputes sont fréquentes dans la maison familiale et plusieurs récits racontent que le jeune Staline et sa mère subissent régulièrement ses coups. Cette enfance difficile se déroule donc dans un climat de pauvreté, de tensions familiales et de violences domestiques. À ces difficultés s'ajoutent rapidement des problèmes de santé. Enfant, Staline contracte la variole, une maladie encore très répandue à la fin du XIXe siècle. Il survit, mais l'infection laisse sur son visage des cicatrices profondes qui resteront visibles toute sa vie. Sur les photographies prises plus tard dans sa carrière politique, on peut encore distinguer ces marques. Mais l'événement qui marquera le plus durablement son corps survient quelques années plus tard. Vers l'âge de 12 ans, Staline est en effet renversé dans les rues de Gori par une voiture tirée par des chevaux. L'incident lui brise gravement le bras gauche. Les os guérissent mal et la blessure laisse une déformation permanente. Son bras reste plus court et beaucoup moins mobile que l'autre. Cette infirmité l'accompagnera toute sa vie. Plus tard, lorsque Staline deviendra le dirigeant de l'Union soviétique, la propagande fera tout pour la dissimuler. Sur de nombreuses photographies officielles, on le voit en effet garder sa main gauche dans la poche de son manteau. Dans certains cas, les images sont même retouchées pour masquer la déformation. Pour certains historiens, ces éléments biographiques ne sont pas anodins. Grandir dans la pauvreté, avec un père violent et un corps marqué par la maladie et les blessures, peut créer un profond sentiment d'humiliation. Certains chercheurs estiment que cette enfance difficile a contribué à forger chez Staline une personnalité particulièrement dure, obsédée par la puissance et le contrôle. Avant de devenir dictateur, Staline est déjà un révolutionnaire violent. Lorsque l'on évoque Joseph Staline, on pense immédiatement au dirigeant soviétique qui régna sur l'URSS pendant près de 30 ans. Pourtant, bien avant de diriger un État gigantesque, Staline est déjà un militant révolutionnaire impliqué dans des actions violentes et clandestines. À la fin du XIXe siècle, l'Empire russe est traversé par une agitation politique croissante. Les conditions de vie dans les villes industrielles sont difficiles. Les ouvriers travaillent de longues heures pour des salaires très faibles. Et les idées socialistes commencent à se diffuser dans les milieux étudiants et ouvriers. C'est dans ce contexte que le jeune Djougashvili rejoint en 1898 le Parti ouvrier social-démocrate russe, une organisation marxiste clandestine qui milite pour la chute du régime tsariste. Au sein de ce mouvement, Staline ne se distingue pas par des talents d'orateur ou de théoricien. Contrairement à d'autres révolutionnaires comme Trotsky ou Lénine, il n'est pas un intellectuel particulièrement brillant. En revanche, il possède une qualité qui va s'avérer précieuse dans la lutte clandestine, et pour cause, une capacité remarquable à organiser des réseaux et à manipuler les rapports de force. En 1902, il participe à l'organisation de grèves dans la ville portuaire de Batumi, sur la mer Noire. La mobilisation dégénère rapidement en affrontements violents avec la police du tsar. Plusieurs policiers sont blessés et les autorités arrêtent les principaux organisateurs. Staline est capturé et condamné à l'exil en Sibérie, une peine fréquemment infligée aux révolutionnaires de l'époque. Mais cette sanction ne met pas fin à sa carrière politique. Comme de nombreux militants clandestins, Staline parvient à s'évader quelques mois plus tard. Cette évasion renforce sa réputation au sein du mouvement révolutionnaire et il reprend rapidement ses activités clandestines. Au début du XXe siècle, les bolcheviks rencontrent un problème très concret. Il manque d'argent.
Les organisations révolutionnaires doivent financer leurs journaux, soutenir les militants poursuivis par la police et maintenir un réseau clandestin actif à travers tout l'Empire russe. Pour résoudre ce problème, certains dirigeants bolcheviques autorisent ce qu'ils appellent des expropriations révolutionnaires. Le terme semble presque bureaucratique, mais il désigne en réalité des braquages et des extorsions destinées à financer la cause révolutionnaire. C'est dans ce contexte que Staline est envoyé dans la ville pétrolière de Bakou, dans l'actuel Azerbaïdjan. Au début du XXe siècle, Bakou est l'un des centres pétroliers les plus importants du monde. Les compagnies industrielles s'y multiplient et la ville attire des milliers d'ouvriers venus de tout le Caucase. Mais Bakou est aussi un lieu extrêmement instable. Les tensions entre Arméniens et Azéris y provoquent régulièrement des affrontements violents. Des gangs armés contrôlent certaines zones de la ville. Et les rivalités entre communautés alimentent un climat de violence permanent. Staline comprend rapidement qu'il peut exploiter cette situation. Plutôt que d'affronter directement ces groupes criminels, il apprend à les manipuler. Il joue les gangs les uns contre les autres et utilise certains d'entre eux pour collecter de l'argent destiné au mouvement bolchevique. Les commerçants et les entreprises locales doivent payer ce que les révolutionnaires appellent une taxe révolutionnaire. Ceux qui refusent sont intimidés, battus ou menacés. Parmi les hommes qui travaillent avec Staline se trouve un personnage particulièrement redouté, un révolutionnaire arménien nommé Simon Ter-Petrosyan, plus connu sous son surnom Kamo. Kamo est célèbre pour sa brutalité, mais aussi pour son incroyable talent de déguisement. Il peut se faire passer pour un officier, un aristocrate ou un simple paysan, et ce afin de tromper les autorités. Dans les milieux révolutionnaires du Caucase, il devient rapidement une figure presque légendaire. Ensemble, Staline et Kamo organisent plusieurs opérations destinées à financer le mouvement bolchevique. Mais leur projet le plus audacieux va se dérouler en 1907 dans la ville de Tiflis, aujourd'hui appelée Tbilissi. Ce jour-là, en plein centre-ville, une attaque spectaculaire contre un convoi bancaire va transformer une place animée en véritable champ de bataille. Le braquage de Tiflis, une attaque qui choque tout l'Empire russe. Au début du XXe siècle, le mouvement bolchevique dirigé par Lénine reste une organisation clandestine fragile. Les militants sont traqués par la police tsariste, les journaux révolutionnaires sont régulièrement interdits et l'argent manque constamment pour financer les activités politiques. Dans ce contexte, comme on l'a dit, certains dirigeants bolcheviques décident d'autoriser ce qu'ils appellent des expropriations révolutionnaires. Le principe est simple, s'emparer de l'argent de l'État ou des institutions financières afin de financer la révolution. Parmi les opérations envisagées, l'une d'entre elles va devenir particulièrement célèbre, l'attaque d'un convoi bancaire à Tiflis, capitale administrative de la Géorgie. Le plan est élaboré avec l'accord de plusieurs responsables bolcheviques importants, dont Lénine lui-même. Mais l'organisation concrète de l'opération est confiée à deux hommes, Staline et Kamo. À ce moment-là, Staline n'est encore qu'un militant révolutionnaire relativement peu connu. Il a environ 27 ans, Kamo, son principal complice, n'en a que 24. La cible est un convoi transportant de l'argent de la Banque d'État à travers le centre de la ville. Le 26 juin 1907, la calèche qui transporte l'argent traverse la place d'Erevan, l'une des places les plus animées de Tiflis. La voiture est escortée par des gardes armés et plusieurs policiers. Mais les hommes de Kamo ont préparé une attaque extrêmement violente. Lorsque le convoi arrive sur la place, les assaillants surgissent de différents côtés. Presque immédiatement, ils lancent des bombes artisanales sur la calèche et les gardes. Les explosions provoquent une panique totale, les chevaux s'emballent, les passants se jettent au sol pour se protéger et les policiers tentent de riposter. Des coups de feu éclatent dans toutes les directions. Les témoins décriront plus tard une scène de chaos. La place est envahie par la fumée, les cris et les débris des explosions. Des civils qui se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, sont touchés par les bombes ou par les balles. En quelques minutes, les braqueurs parviennent à s'emparer de l'argent transporté par la banque. Le butin est estimé à 300 000 roubles, une somme énorme pour l'époque. Convertie en valeur actuelle, elle représenterait plusieurs millions d'euros. Mais l'attaque laisse derrière elle un bilan terrible. Environ 40 personnes sont tuées et de nombreux autres sont blessés.
Pour les autorités de l'Empire russe, cet événement est un choc. Une attaque d'une telle violence en plein centre-ville d'une grande ville est sans précédent. Malgré cela, l'opération est considérée comme un succès par les bolcheviks. L'argent récupéré permettra de financer leurs activités clandestines pendant plusieurs années. Ironiquement, plusieurs dirigeants du mouvement social-démocrate condamnent cette opération. Certains estiment que de tels actes de violence discréditent la cause révolutionnaire. Mais pour Staline et ses alliés, l'objectif est clair. La révolution justifie tous les moyens. Quant à Kamo, le complice de Staline, il continuera longtemps à vivre comme un personnage presque mythique dans les milieux révolutionnaires. Maître du déguisement et organisateur d'opérations audacieuses, il devient une figure légendaire du mouvement bolchevique. Sa fin sera pourtant beaucoup plus banale. En effet, en 1922, alors qu'il circule à bicyclette dans les rues de Tiflis, il est renversé par un camion et meurt sur le coup. Certains historiens parlent d'un simple accident, tandis que d'autres évoquent la possibilité d'un règlement de compte. Quoi qu'il en soit, l'ancien braqueur disparaît alors que son ancien partenaire Staline est en train de gravir les échelons du pouvoir soviétique. Quelques années plus tard, ce même homme deviendra l'un des dirigeants les plus puissants du monde, au point que son visage apparaîtra bientôt dans les journaux internationaux et même sur la couverture d'un célèbre magazine américain. Staline a travaillé comme météorologue. Avant de devenir l'un des dirigeants les plus puissants du XXe siècle, Joseph Staline a occupé un emploi assez inattendu. En 1899, à l'âge d'environ 21 ans, il obtient un poste à l'Observatoire météorologique de Tiflis, la principale ville de Géorgie à l'époque. Son travail est relativement modeste. Il assiste les scientifiques de l'observatoire en enregistrant différentes données climatiques, comme par exemple la température, la pression atmosphérique, la direction du vent ou encore la quantité de pluie tombée chaque jour. Vu de l'extérieur, rien ne semble particulièrement révolutionnaire dans cette activité. Pourtant, ce poste joue un rôle important dans la vie de Staline. Il lui permet d'abord de gagner un peu d'argent dans une période où sa situation personnelle reste précaire. Mais surtout, cet emploi lui sert de couverture. Car à ce moment-là, Staline mène une double vie. Le jour, il travaille dans un observatoire scientifique, entouré d'instruments de mesure et de registres météorologiques. La nuit, il participe à des réunions clandestines et diffuse des textes révolutionnaires inspirés des idées de Karl Marx. Ces pamphlets sont alors strictement interdits par le régime tsariste. Les posséder ou les distribuer peut entraîner l'arrestation et l'exil. Malgré cela, Staline multiplie les activités politiques. Il participe à l'organisation de cercles de discussion marxistes et contribue à la diffusion de la propagande bolchevique dans la région. Pendant près de 2 ans, il parvient à maintenir cet équilibre fragile entre travail officiel et agitation clandestine. Mais la situation finit par se retourner contre lui. La police secrète du tsar, appelée l'Okhrana, surveille de près les milieux révolutionnaires. Les autorités finissent par identifier Staline comme l'un des organisateurs de l'agitation politique dans la région. En 1901, son activité clandestine est découverte. Staline est alors contraint d'abandonner son poste à l'observatoire et de passer définitivement dans la clandestinité. À partir de ce moment-là, il n'a plus vraiment de profession officielle. Il devient ce que l'on appelle alors un révolutionnaire professionnel. Autrement dit, toute sa vie est désormais consacrée à l'organisation du mouvement bolchevique et à la lutte contre le régime tsariste. Et cette lutte ne va pas tarder à prendre une dimension beaucoup plus large, car dans les années qui suivent, la Russie entre dans une période de crise politique majeure qui vont finir par provoquer l'effondrement du pouvoir impérial. Staline a été nommé 2 fois Person of the Year. Lorsque l'on observe l'histoire du XXe siècle, il est difficile d'imaginer Joseph Staline apparaître sur la couverture d'un magazine occidental comme une personnalité marquante de l'année. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Le magazine américain Time désigne chaque année une figure appelée Person of the Year. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce titre ne récompense pas une personne pour ses qualités morales. Il distingue simplement l'individu qui a eu le plus d'influence sur les événements mondiaux, que cette influence soit positive ou négative. C'est pour cette raison que plusieurs personnages controversés ont été sélectionnés au fil des décennies.
Adolf Hitler, par exemple, a été nommé personnalité de l'année en 1938. Joseph Staline apparaît pour la première fois sur la couverture de Time en 1939. Cette année-là, l'Europe est plongée dans une crise politique majeure. L'Union soviétique vient de signer avec l'Allemagne nazie le pacte germano-soviétique, un accord de non-agression qui surprend le monde entier. Quelques semaines plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne. L'Union soviétique envahit à son tour la partie orientale du pays. L'équilibre politique européen bascule complètement. Dans ce contexte, Staline devient l'une des figures centrales de la politique internationale. 3 ans plus tard, en 1942, Time le désigne une seconde fois comme personnalité de l'année. Cette fois, la situation est très différente. L'Allemagne nazie a attaqué l'Union soviétique en 1941 lors de l'opération Barbarossa. La guerre sur le front de l'Est devient l'un des conflits les plus gigantesques de toute l'histoire moderne. La bataille de Stalingrad, qui commence en 1942, marque un tournant décisif dans la guerre. L'armée soviétique parvient progressivement à repousser les forces allemandes. Aux yeux de nombreux observateurs occidentaux, Staline apparaît alors comme l'un des dirigeants essentiels de la coalition qui combat Hitler. Sur certaines photographies célèbres prises à la fin de la guerre, on peut d'ailleurs voir Staline aux côtés de Franklin Roosevelt et de Winston Churchill. Ces 3 hommes formeront ce que l'on appelle souvent les 3 grands, les dirigeants des principales puissances alliées. Staline n'a jamais prononcé sa citation la plus célèbre. Une phrase est aujourd'hui presque systématiquement associée à Joseph Staline. Elle apparaît dans des livres, dans des documentaires et même dans certains manuels d'histoire. La citation est la suivante. « La mort d'un homme est une tragédie. La mort de millions d'hommes est une statistique. » Cette phrase semble correspondre parfaitement à l'image du régime stalinien. Elle suggère un pouvoir indifférent à la souffrance humaine, capable de considérer des millions de morts comme une simple donnée administrative. Mais il existe un problème important. Aucune preuve historique ne montre que Staline ait réellement prononcé ces mots. Les historiens qui ont étudié les archives soviétiques n'ont jamais trouvé cette citation dans un discours officiel, un document du parti, une conversation enregistrée ou même un texte écrit par Staline lui-même. L'origine la plus probable de cette phrase se trouve dans un texte de l'écrivain et satiriste allemand Kurt Tucholsky. Dans un ouvrage publié en 1932, il écrit une phrase très proche. La mort d'un homme est une catastrophe. La mort de millions d'hommes est une statistique. Avec le temps, la phrase a été progressivement attribuée à Staline, sans doute parce qu'elle correspond bien à la réputation de brutalité associée à son régime. Il faut dire que Staline n'était pas connu pour ses talents d'orateur. Contrairement à Winston Churchill, qui maîtrisait l'art des grandes formules politiques, Staline parlait généralement de manière beaucoup plus directe et brutale. Certaines phrases qui lui sont réellement attribuées illustrent bien cette mentalité. Lorsqu'on lui parle du pouvoir moral de l'Église catholique et du pape dans les affaires internationales, Staline aurait répondu « Le pape, combien de divisions a-t-il » Autrement dit, dans un monde dominé par la puissance militaire, l'autorité spirituelle ne représente pas grand-chose. Même si la célèbre phrase sur les statistiques ne vient probablement pas de lui, l'histoire du régime stalinien explique pourquoi elle continue d'être associée à son nom. Le dictateur qui travaillait la nuit. La routine quotidienne de Joseph Staline ne ressemblait pas du tout à celle d'un dirigeant classique. Contrairement à la plupart des chefs d'État, il vivait presque entièrement la nuit. Staline se levait généralement tard dans la matinée, parfois même vers midi, mais cela ne signifiait pas qu'il travaillait peu. Au contraire, ses journées commençaient simplement beaucoup plus tard que celles de ses collaborateurs. Les réunions importantes du gouvernement soviétique débutaient souvent vers minuit. Elles pouvaient durer plusieurs heures, parfois jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Ce rythme inhabituel n'était pas seulement une préférence personnelle, il servait aussi à maintenir une forme de pression permanente sur son entourage. Les membres du cercle dirigeant soviétique devaient rester disponibles à toute heure de la nuit. Fatigués et soumis à une tension constante, ils devenaient plus vulnérables aux interrogatoires et aux manipulations. Après ces réunions nocturnes, les soirées pouvaient se poursuivre dans une atmosphère étrange, mélange de divertissement et d'intimidation. Staline aimait regarder des films avec ses proches collaborateurs.
Il appréciait particulièrement les films américains qu'il collectionnait et qu'il faisait projeter au Kremlin. Mais ces soirées pouvaient aussi devenir humiliantes pour les participants. Plusieurs témoignages racontent que Staline aimait tester l'obéissance de ses invités. Le futur dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev racontera plus tard qu'un soir, Staline lui avait ordonné de danser le hopak, une danse traditionnelle ukrainienne particulièrement physique. Khrouchtchev s'exécute comme tout le monde dans la pièce. En effet, refuser aurait pu être interprété comme un signe de défi. Et dans le cercle rapproché de Staline, un tel geste pouvait avoir des conséquences graves, car dans un coin de la pièce se trouvait souvent un homme redouté de tous, Lavrenti Beria, le chef de la police secrète soviétique. Beria dirigeait le NKVD, l'organisme chargé des arrestations politiques et de la gestion du système des camps de travail. Sa simple présence rappelait aux invités que ces soirées pouvaient basculer à tout moment. Ironiquement, ce mode de vie nocturne pourrait aussi avoir contribué à la fin de Staline. Certains historiens pensent que ce rythme de travail déséquilibré, combiné à l'alcool consommé lors de ces soirées tardives, a pu favoriser l'accident vasculaire cérébral qui provoquera sa mort en 1953. Staline a été nommé au prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, l'idée peut sembler presque absurde. Pour beaucoup de gens, Joseph Staline reste associé aux purges politiques, au camp du Goulag et aux millions de morts provoquées par son régime. Et pourtant, à 2 reprises, son nom a été proposé pour recevoir le prix Nobel de la paix. La première nomination a lieu en 1945, immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. À ce moment-là, l'Union soviétique vient de jouer un rôle décisif dans la défaite de l'Allemagne nazie. L'Armée rouge a repoussé les forces allemandes sur des milliers de kilomètres, de Stalingrad jusqu'à Berlin, et ce, au prix de pertes humaines colossales. Pour certains observateurs de l'époque, Staline apparaît alors comme l'un des dirigeants ayant contribué à mettre fin à la guerre en Europe. C'est dans ce contexte qu'un historien norvégien, Halvdan Koht, membre du comité Nobel, propose sa candidature au prix Nobel de la paix. Mais cette nomination reste purement symbolique. Le prix est finalement attribué cette année-là à Cordell Hull, ancien secrétaire d'État américain et l'un des artisans de la création de l'Organisation des Nations Unies. 3 ans plus tard, en 1948, Staline est proposé une seconde fois. Cette fois, la candidature vient d'un professeur tchécoslovaque. Mais là encore, il ne reçoit pas le prix. En réalité, personne ne le reçoit cette année-là. Le comité Nobel décide qu'aucun candidat ne correspond suffisamment aux critères. Il faut d'ailleurs rappeler que la procédure de nomination au Nobel de la paix est assez large. Des universitaires, des responsables politiques ou des membres de certaines institutions peuvent proposer des candidats. Au fil de l'histoire, plusieurs personnages très controversés ont ainsi été nommés. Adolf Hitler a été brièvement proposé, Benito Mussolini aussi. La nomination ne signifie donc pas qu'une personne est réellement proche de recevoir la récompense. Quoi qu'il en soit, l'Union soviétique décide de créer sa propre version du prix. En 1949, elle institue le prix Staline pour la paix entre les peuples, destiné à récompenser des personnalités jugées favorables à la politique soviétique. Après la mort de Staline, ce prix sera renommé prix Lénine pour la paix. Staline a prétendu vouloir démissionner à plusieurs reprises. Pendant les décennies où il dirige l'Union soviétique, Staline cultive soigneusement son image publique. Il aime se présenter comme un dirigeant modeste, presque réticent à exercer le pouvoir. Pour renforcer cette image, il lui arrive même de prétendre vouloir démissionner de son poste de secrétaire général du Parti communiste. Mais ces démissions sont en réalité des manœuvres politiques. La première fois que Staline évoque cette possibilité, nous sommes en 1926. Il occupe ce poste depuis 4 ans et a déjà commencé à éliminer plusieurs rivaux politiques importants. Lors d'une réunion du comité central, il déclare que le parti pourrait avoir besoin d'un autre dirigeant. Il affirme même être prêt à quitter ses fonctions, mais aucun membre du parti n'ose accepter. Dans le climat politique de l'époque, s'opposer à Staline peut être extrêmement dangereux. L'année suivante, en 1926, il évoque à nouveau la possibilité de démissionner. Il affirme être fatigué et accablé par la charge de travail.
Encore une fois, ses collègues insistent pour qu'il reste. Une troisième tentative est parfois évoquée en 1934 lors du grand congrès du Parti communiste appelé le Congrès des vainqueurs. Un dirigeant populaire, Sergueï Kirov, y reçoit un nombre de votes exceptionnellement élevé. Selon certaines rumeurs, Staline aurait proposé que Kirov prenne sa place à la tête du parti. Kirov aurait refusé. Quelques mois plus tard, Kirov est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Cet assassinat servira ensuite de prétexte pour lancer l'une des périodes les plus sombres de l'histoire soviétique, en l'occurrence les grandes purges des années 1930. Enfin, en 1952, Staline propose de supprimer purement et simplement le poste de secrétaire général. Officiellement, cela ressemble à une démission. En réalité, la structure du pouvoir change à peine. Staline reste l'homme le plus puissant du pays. Moins d'un an plus tard, en 1953, il meurt d'un accident vasculaire cérébral, mettant fin à près de 3 décennies de domination politique. Staline reste admiré par une partie de la population russe. Plus de 70 ans après sa mort, Joseph Staline reste une figure profondément controversée. Pour beaucoup d'historiens, il est responsable de l'un des régimes les plus meurtriers du XXe siècle. Mais en Russie, son image est plus complexe. Plusieurs sondages montrent qu'une partie de la population continue de le voir de manière positive. En 2008, une émission télévisée intitulée « Le nom de la Russie » demande aux téléspectateurs de voter pour la personnalité la plus importante de l'histoire du pays. À un moment du vote, Staline arrive même en tête du classement. Finalement, il termine 3e, derrière le prince médiéval Alexandre Nevsky et le premier ministre réformateur Piotr Stolypine. Certains observateurs affirment que les résultats auraient été modifiés afin d'éviter que Staline ne remporte le vote. Quoi qu'il en soit, d'autres sondages confirment cette tendance. Une enquête réalisée en 2017 par le centre indépendant Levada classe Staline comme la personnalité la plus importante de l'histoire mondiale selon les Russes interrogés. Il arrive devant Lénine et même devant Vladimir Poutine. Comment expliquer cette perception ? Pour beaucoup de Russes, Staline reste avant tout l'homme qui a transformé l'Union soviétique en une superpuissance industrielle et qui a dirigé le pays pendant la victoire contre l'Allemagne nazie. Dans l'enseignement de l'histoire russe, la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la lutte contre Hitler entre 1941 et 1945, occupe une place centrale. Cette victoire immense tend parfois à éclipser les aspects les plus sombres du régime. Les purges, les famines et les camps de travail restent bien sûr connus, mais ils sont parfois moins mis en avant dans la mémoire collective. Dans un pays qui a traversé de nombreuses crises depuis la chute de l'Union soviétique, certains regardent aussi cette période avec une forme de nostalgie. Pour eux, l'époque de Staline représente un moment où la Russie était une puissance redoutée et respectée. Mais pour d'autres, Staline reste l'un des dictateurs les plus brutaux de l'histoire moderne. L'ombre de Staline continue donc de planer sur l'histoire russe, celle d'un homme qui a commencé sa vie comme fils d'un cordonnier pauvre dans une petite ville du Caucase et qui est devenu l'un des dirigeants les plus puissants et les plus redoutés du XXe siècle. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote sur Staline. Joseph Staline meurt le 5 mars 1953 dans sa datcha de Kuntsevo, près de Moscou. Mais les circonstances de sa mort sont presque aussi inquiétantes que sa vie. Dans la nuit du 1er mars 1953, Staline dîne avec plusieurs membres de son entourage proche, dont le fameux Lavrenti Beria, le chef redouté de la police secrète soviétique. Comme souvent, la soirée s'étire tard dans la nuit. Les invités boivent, regardent des films et discutent pendant des heures. Vers 4 heures du matin, les convives quittent la datcha. Staline se retire dans ses appartements, puis soudain, plus rien. Toute la journée du 2 mars, personne n'ose entrer dans sa chambre. Dans l'entourage de Staline, une règle tacite existe. Il est interdit de déranger le dirigeant sans autorisation. Tenez que plus tard, dans la soirée, que les gardes finissent par entrer. Ils découvrent Staline allongé sur le sol, incapable de parler. Il vient de subir un accident vasculaire cérébral massif. Mais même dans cette situation, personne n'ose immédiatement appeler un médecin. Ses proches collaborateurs hésitent pendant des heures. Certains historiens pensent que plusieurs dirigeants soviétiques, qui vivaient dans la peur permanente d'être arrêtés lors d'une nouvelle purge, ont volontairement retardé les secours.
Lorsque les médecins arrivent enfin, il est déjà trop tard. En effet, Staline meurt quelques jours plus tard, le 5 mars 1953. Ironiquement, plusieurs membres de son entourage avaient peut-être plus peur de lui vivant que de le voir mourir. Quelques mois après sa disparition, le nouveau dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev, lancera une politique de déstalinisation et dénoncera publiquement les crimes du régime.